Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, du milieu locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Et donc j'ai essayé de casser la vente et puis en fait le notaire m'a dit bah non, écoutez, vous avez l'état locatif, vous voyez bien, il y a des trous partout, il manque des numéros de téléphone, il manque des adresses, vous auriez dû faire plus attention quoi. Et donc je me suis aperçu que ça me prenait 2 fois plus de temps pour gérer les 4 appartements à 40 minutes de chez moi que de gérer 99 garages à 2 heures de route. Le marché des garages aujourd'hui il est fait d'une certaine manière où effectivement, même avec des critères de rendement élevés, mais avec une bonne méthode, bah t'arrives à trouver des opportunités tous les ans en moyenne, quoi. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Quand on s'imagine développer son patrimoine avec l'immobilier, on pense plutôt à des beaux immeubles de rapport, des rénovations impactantes, des intérieurs haut de gamme, décorés avec goût, et assez peu au décor froid et austère d'un parking ou d'un garage, avec ses portes métalliques qui grincent et son éclairage au néon. Et pourtant, l'investissement dans les parkings est un segment important de l'investissement locatif, qui répond à un besoin fondamental lié à la mobilité et au stockage, au moins aussi important que celui du logement, et il est donc temps de s'y pencher un peu sérieusement. Pour explorer les facettes de ce type d'investissement et nous aider à détricoter les idées reçues à son égard, voire même découvrir ses vertus méconnues, j'ai le plaisir de recevoir Julien Bédoué sur le podcast cette semaine. Julien est investisseur immobilier depuis 2012. Il a développé une expertise dans les parkings et les garages qu'il partage sur son blog et son programme de formation. Au cours de l'épisode, on verra les débuts de Julien dans l'investissement dans les parkings, les premières erreurs qu'il commet et les leçons qu'il en a tirées. Comment Julien, qui possède aujourd'hui un parc de 240 garages, qui dégage des revenus locatifs de plus de 20 000 euros, a construit un tel empire au fil des années. Tu verras d'ailleurs que Julien répond avec beaucoup de candeur sur les revenus qu'il génère de son activité, des chiffres qui te permettront de te projeter facilement sur ce type d'investissement. On verra pourquoi Julien a fait le choix de ne pas se diversifier dans l'investissement immobilier locatif d'habitation. Alors armé des questions que tu m'avais envoyées sur un sondage Instagram, je lui ai présenté les principaux inconvénients que l'on peut opposer à l'investissement locatif dans les garages comparé au locatif d'habitation, que Julien a pris à cœur de déconstruire et tu verras qu'il a un avis assez tranché sur le sujet. Julien t'explique aussi comment il gère ses 400 locataires lui-même et le temps que ça lui prend, quelles sont aussi les principales erreurs rencontrées par les investisseurs dans les parkings qu'il coach. Pourquoi Julien a choisi d'être rentier 4 mois par an et pas 12, même si son patrimoine actuel lui permettrait de le faire. Et ce qui a changé dans la vision de son patrimoine et de son équilibre de vie depuis la naissance de ses 2 enfants. Et enfin, on terminera en parlant de parentalité, justement. Et Julien nous donne des bons tips qu'il a tirés de sa propre expérience pour mieux concilier son rôle de père avec celui d'entrepreneur et l'organisation qu'il met en place pour y arriver. Bref, un entretien plein d'enseignements qui va forcément changer l'avis que tu avais sur l'investissement dans les parkings et te donner envie de te lancer. Avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu le podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podchaser, de messages sur le compte Instagram investisseur 4.0 ou par email à paco@investisseur40.com. Merci beaucoup à Ximizu et Romain du 15e pour vos commentaires éloquents sur Apple Podcasts cette semaine. Romain qui titre son commentaire « Paco, le meilleur ami des rentiers », qui m'a fait bien marrer.
Merci aussi à Alex du blog discutonimo.fr pour sa suggestion et mise en relation qui nous a permis de recevoir Julien aujourd'hui. Alex, qui nous suit depuis le début de l'aventure et que je considère plus comme un partenaire maintenant, vient d'ailleurs de publier un petit guide des principales étapes d'un achat immobilier. Une vue d'ensemble bien pratique si tu es débutant. Si ça t'intéresse, les liens et le code promo se trouvent dans les notes de l'épisode. Allez, sur ce, on plonge dans l'univers des parkings et des garages avec Julien. C'est parti. Salut Julien, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, bonjour les investisseurs. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore? Ah bah avec plaisir. Moi je m'appelle Julien Bédoué, j'ai 36 ans, propriétaire de 240 garages, papa de deux jeunes enfants de 2 et 3 ans et j'habite à Angers dans l'ouest de la France. Et donc j'ai commencé à investir en 2012. D'accord. 240 garages, c'est quand même assez impressionnant. Je pense que ça va être intéressant de voir comment tu l'as constitué. Peut-être dans un premier temps, à travers de ton parcours, quand ça a commencé tout ça en fait. Si tu peux nous faire un peu un flashback de de quand ça a commencé et puis des étapes. Avec plaisir. Bah écoute, moi j'ai commencé par le salariat. Sachant que j'avais la motivation, comme j'ai un papa qui était un entrepreneur, d'être un jour à mon compte. Et donc pour apprendre, je suis allé chez Leroy Merlin parce que je trouvais qu'ils avaient des valeurs, ça faisait partie des best workplace. Donc je suis allé bosser 4 ans à Saint-Étienne en tant que chef de secteur. Donc voilà, j'animais une équipe de 10 personnes, 6 millions et demi de chiffre d'affaires. Et puis je bossais beaucoup, au minimum 45 heures par semaine. Et puis parfois les semaines d'inventaire ou les semaines de grosses promos, on pouvait monter facile jusqu'à 60. Et j'étais fatigué parce que je bossais le samedi, donc le samedi soir je m'endormais chez mes amis, je gagnais de l'argent relativement modestement parce que j'étais payé 2 000 € net et puis j'avais quelques centaines d'euros de primes en plus, mais de l'argent que j'avais pas le temps de dépenser parce que j'étais tout le temps fatigué. Et du coup j'aspirais à un moment à juste lâcher ça, quoi, de pas bosser toute ma vie pour échanger mon temps contre de l'argent. Donc j'ai commencé à regarder deux trois bouquins. Et puis à un moment, j'ai un copain qui est revenu du Canada qui m'a offert le livre de Tim Ferriss que tu connais sans doute, et que les investisseurs connaissent sans doute par cœur, la semaine de 4 heures. Et ça m'a ouvert les yeux en fait sur le fait que on pouvait en fait dissocier ses revenus du temps de travail. Et donc j'ai commencé à engager une réflexion là-dessus. Je me suis dit que tiens, comme je suis passionné de cuisine, je pourrais peut-être ouvrir un business de restaurant. Et c'est comme ça que j'ai négocié ma rupture conventionnelle, que me suis retrouvé au chômage le 1er janvier 2012, avec le projet d'ouvrir le restaurant et puis d'être à mon compte, quoi. Je me suis rendu compte que en faisant mon business plan au mois de janvier-février, que ça allait être compliqué de revenir sur mon salaire de 2 000 €. Et c'est là que je me suis dit que peut-être que l'épargne que j'avais mis de côté chez Leroy Merlin via le plan épargne entreprise, ce serait mieux de pas tout mettre dans le restaurant et d'essayer d'avoir des investissements avec des revenus un petit peu passifs pour aller dans le sens de Tim Ferriss. Donc j'ai commencé à regarder les appartements, la bourse, les différentes choses qui se faisaient. La bourse, ça m'a vite déplu. Je m'étais fait rincer déjà 2 fois avec des investissements Eurotunnel et puis une SICAV et l'Ancienne France qui avait été acheté au même moment. Et les appartements, j'arrivais pas à m'y retrouver, je trouvais ça compliqué, les copros, les emplacements, les travaux, la fiscalité, enfin bref, quand on débute, c'est vraiment compliqué. Et au retour d'une visite, je suis tombé sur un panneau garage à vente dans le centre-ville de Saint-Étienne. Et là, je me suis rué sur Internet pour étudier cette opportunité. Et puis, ce que j'ai découvert était assez génial. Et tu vois, la fin de l'histoire, enfin, c'est pas la fin de l'histoire, mais aujourd'hui, je suis passé de 0 à 240 garages en à peine 10 ans, quoi. D'accord. Tellement ça m'a plu. Ouais, non, c'est clair. Et c'est cool qu'on t'ait justement aujourd'hui pour en parler parce que du coup, tu te places directement comme un expert là-dessus, au travers de ces 10 années d'investissement. Juste un petit retour en arrière parce que c'est un truc qui m'intéresse quand tu as parlé de dissocier tes revenus du temps. Je trouve ça vraiment bien, intéressant. Mais la jonction entre ça et la décision d'ouvrir un restaurant, c'était pas forcément évident. On sait qu'on bosse beaucoup dans la restauration. Tu t'es dit quand même que c'était un moyen pour toi de dissocier ton temps de ton argent par ce biais-là. En fait, tu t'imaginais peut-être gérer des restaurants, mais peut-être pas au quotidien la main dans la pâte, quoi. C'est ça l'idée? Ouais, en fait, si tu veux, j'avais trouvé un concept qui était assez novateur à l'époque, sous forme de bocaux.
Alors, vous connaissez peut-être la chaîne de restaurants Bocaux, qui est maintenant référencée dans la SNCF, et les grands restaurants, enfin les hôtels, etc. Mais voilà, l'idée c'était effectivement de faire tourner une gamme de produits sains, frais, sous forme de bocaux, en fait, et ça allonge les durées de conservation. Donc, si tu veux, t'avais moyen en fait de dissocier le temps de travail et donc potentiellement d'avoir moins de salariés, et d'optimiser un petit peu tout ça. Et l'idée c'était aussi de cibler une clientèle plutôt du midi, pour pas bosser le soir, tu vois, déjà, ni le week-end, puisque quand j'étais chez Leroy Merlin, moi j'étais client en fait des restaurants du midi, donc c'était voilà un besoin vécu, et je voyais que les restaurateurs arrivaient en fait à en vivre assez facilement, pour peu que voilà ils soient bien implantés par rapport à une zone de bureau et que la zone de chalandise soit en adéquation. Donc j'avais regardé les franchises aussi, et puis bon ça me paraissait pas aussi pertinent que de monter le concept de Bocaux. Mais bon, après ouais, pour en revenir à ce que tu dis, effectivement, avec le recul, maintenant, bah c'est sûr qu'il y avait moyen d'encore mieux dissocier le temps de travail des revenus, avec notamment voilà la formation sur internet, et puis les investissements dans les parkings et les garages. Ouais. Disons que ça t'a, j'imagine, quand même sorti entre guillemets dans la mentalité du salariat et te mettre dans l'entrepreneuriat, et ce qui ensuite peut-être comme une première étape ensuite t'a permis d'aller sur quelque chose qui finalement était plus périn et plus efficace, mais il a fallu ce déclencheur, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, on a la chance en France d'avoir voilà la possibilité de négocier des ruptures conventionnelles où on a 2 ans de pouvoir devant soi, tu vois. Mm-hmm. Et ça a pas de prix, parce qu'effectivement, si je n'avais pas eu ça et que j'aurais dû juste ouvrir le restaurant très rapidement ou bosser en parallèle chez Leroy Merlin plus sur le projet d'investissement, voilà, on sait que c'est pas forcément évident, hein. Bon, toi, t'es bien passé pour le savoir, quand on voilà, éventuellement après quand on a des enfants ou un boulot de cadre, on sait que prendre du temps pour les investissements ou pour monter des projets de création d'entreprise, c'est pas toujours évident, quoi. Donc la rupture conventionnelle et les droits au chômage permettent quand même de se retrouver tranquillement pour avoir le temps de réfléchir, de poser les choses. Effectivement, des fois, de pivoter, quoi, de trouver un projet plus intéressant et qui n'était pas celui pour lequel on est parti au début, mais voilà, c'est la vie, et il faut rester ouvert à toutes ces sortes d'opportunités, parce que sinon, effectivement, si on reste toujours sur la même chose et que la vie elle a tendance à se dire non, il faut pas que tu fasses ça, elle va te mettre une baffe, 2 baffes, 3 baffes, et puis ça va être de plus en plus fort, et puis au final, on se retrouve dans des situations émotionnelles où quand moi je bossais sur le restaurant, il y a un moment je dormais très très mal, j'avais mal au dos, et j'étais stressé, alors que ça m'était jamais arrivé de ma vie, tu vois. À 27 ans, 28 ans, t'es en pleine force de l'âge, et je commençais vraiment à souffrir émotionnellement, et donc c'est pour ça que j'ai écouté le message de la vie, et puis j'ai pivoté vers un autre projet. Ouais, non, tout à fait. T'as bien fait de pas non plus te insister éperdument là-dessus, sachant qu'effectivement il y avait des signes qui te disaient, des signaux d'alerte, quoi, qui te disaient c'est peut-être pas la bonne voie. Et alors du coup on est en 2012, tu te mets au chômage ensuite, enfin tu te mets au chômage pour te mettre dans cet entrepreneuriat, dans cette entreprise qui a duré quoi, une année à peu près avant que tu changes d'avis. Alors le resto, j'ai commencé à bosser dessus au mois de mai-juin, tu vois, où j'ai pris la décision qu'il était temps que je me mette à mon compte. Et j'ai acheté les garages le 1er mai 2012, donc, tu vois, 5 mois après la période de chômage. Et du coup, j'ai continué jusqu'au mois de juin sur le resto, à chercher des locaux, etc. Parce que le reste était quasiment tout bouclé, tu vois. J'avais été en formation professionnelle pour avoir une technique de cuisine qui soit pro. J'avais fait ma carte, enfin tu vois, tout était, le concept était bouclé. Mais bon, faute de trouver des locaux et puis de se sentir que le truc allait pas trop bien, j'ai laissé tomber à fin juin. Ouais, ça marche. Du coup, ce premier invest, tu le fais avec une situation chômage. Tu l'as, ouais, tu l'as pas financé, tu l'as pris en autofinancement. Comment ça, t'as réussi du coup? Alors c'était un tout petit lot, parce que j'ai acheté 4 garages. Avec les frais de notaire, il y en avait pour 11 000 euros. On était à côté de la gare Châteaucreux à Saint-Étienne, pour les investisseurs qui peuvent connaître cet endroit-là. Et donc moi le but, si tu veux, c'était vraiment d'avoir des revenus. Donc comme j'avais de l'épargne de côté via les primes de Leroy Merlin, et j'avais pas dépensé, que la vie à Saint-Étienne, c'est connu par les investisseurs immobiliers comme étant la ville la moins chère de France, avec des loyers et des prix d'achat, où le prix d'achat on est à moins de 1 000 euros le mètre carré. Enfin ça a un petit peu augmenté dernièrement, mais comme partout. Et donc, si tu veux, j'avais mis beaucoup d'argent de côté, donc les 11 000 euros, j'étais content de les financer cash.
Et puis ça m'a fait mes premiers 1 000 € de revenus net d'impôts par an, quoi. Parce que c'était un rendement où net d'impôts, j'étais genre à pas loin de 10% net, quoi, de rendement. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement rentable. Ouais, ouais, non, carrément. Et d'accord, ouais, y a pas d'effet de levier là-dessus, mais tu l'as autofinancé. Non. Et ensuite sur Ouais. sur les suivants en fait, comment s'est organisé ton cheminement de pensée en fait? Est-ce qu'il y avait déjà une stratégie à ce moment-là de dire bon ben voilà, on regarde déjà cet investissement très rentable, on va le dupliquer, ou est-ce que tu y as été par opportunité en fait? Comment ça s'est fait? Alors, au début, je me suis fixé l'objectif effectivement d'essayer de le dupliquer avec la contrainte, la zone géographique dans laquelle j'étais à l'époque. J'allais voir pas mal, je vadrouillais autour de 2-3 heures de Saint-Étienne. Mhm. Trouver quelques opportunités, des fois des négos un peu ratés ou parce que j'avais pas d'expérience ou des choses où voilà les prix étaient trop élevés. Pendant ce temps-là, j'avais commencé à mettre sur internet, tu vois, tout ce dont j'avais galéré, parce que c'était pas facile pour moi d'investir, donc j'avais toutes mes recherches, je les avais postées en ligne sur le site parkinggarage.fr, qui existe toujours aujourd'hui. Et puis voilà, il y a un matin, c'était le 27 novembre, je pense, ou le 26 novembre, ou le 27, je sais plus, 2012 du coup, je tombe sur un lot de garage qui était dans la ville dans laquelle je jouais au tennis quand j'étais gamin. 10 km de chez mes parents. Bon, alors c'était à l'autre bout de la France, parce que c'était en Normandie, il y avait 600 km d'écart. Puis j'appelle, je discute, je raccroche, je sors Renta Garage, qui est mon petit simulateur de rendement maison, que j'avais eu besoin de construire pour savoir ce que j'achetais, si ça allait ou pas. Et je fais mes calculs, maximum le rendement c'était 15% brut, donc c'était assez génial, un lot de 50 garages. Donc je rappelle la commerciale, je lui dis écoutez, moi j'habite à Saint-Étienne, si vous me laissez le temps de faire le trajet, je peux être là demain matin et j'aimerais bien être le premier à visiter. Donc elle me dit banco, et je me retrouve le lendemain matin à visiter le lot de garage, et puis je suis parti avec en me mettant engagé en fait pour acheter ce lot de 50 garages, et à l'époque c'était 90 000 € avec les frais de notaire, cet investissement là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui génère à peu près 18 000 € de loyer par an, quoi. Donc, tu vois, ça fait du 20% de rendement. Waouh, d'accord. Là, il y avait un contexte particulier qui était favorable pour une négo ou quelque chose pour l'acheter assez bas, ou comment c'est... Alors non, justement non, c'est que j'ai pas négocié du tout, quoi. Parce que je me serais fait avoir en fait si j'avais négocié, parce que en fait, si tu veux, j'ai appris par la commerciale qui était vraiment très très amie avec la vieille dame qui vendait ce lot-là, que il y avait un investisseur qui avait été trouver la dame en direct et qui l'avait renvoyé bouler vers l'agence. Et le jour où j'ai signé le compromis, l'agence immobilière m'a dit écoutez, j'ai un autre monsieur qui vous propose de vous payer les frais de notaire d'une rangée sur les deux, quoi. Vous lui cédez l'autre rangée, il l'achète, vous choisissez la rangée que vous voulez, et il vous paye les frais de notaire sur la rangée, quoi. Donc, tu vois, j'avais la possibilité d'avoir 25 garages au lieu de 50, mais avec les frais de notaire payés, ce que j'ai refusé pour une question de stratégie, puisqu'il y a un moment, c'était un peu me tirer une balle dans le pied, puisque je ne savais pas les prix que le voisin allait pratiquer, les travaux qu'il allait faire, etc. Donc ça aurait pu vraiment me causer des soucis. Donc là, j'ai préféré être tout seul chez moi et pouvoir fixer ma propre stratégie de mise en location, de travaux, etc. Et donc non, j'ai bien fait de pas négocier. Il y a un moment, quand l'affaire elle est belle, faut pas chercher à gratter ne serait-ce que 1 000 €, quoi. Il y a un moment où vous faites une offre au prix, c'est le moyen de sécuriser aussi ces investissements, hein, parce que il y a un moment, on a besoin d'investir, il faut pas chercher à gratter un petit peu plus. Quand c'est bon, il faut y aller, quoi. Ouais. Et tout ça, en fait, qui t'a conforté là-dedans, c'est que tu t'avais fait donc ton Excel maison avec ton tableur qui te donnait la rentabilité que tu souhaitais, qui était dans les clous, quoi. Exactement. Et puis le fait aussi que tout était loué. J'avais juste 4 portes qui avaient des soucis, tu vois, donc forcément ces garages-là n'étaient pas loués. Donc bon, tu vois, 46 locataires sur 50, tu te dis bon, c'est bien le diable si je vais pas réussir à trouver 4 locataires. Et en fait, je me suis j'étais un petit peu trop emballé, parce que tu vois, j'avais déjà fait Saint-Étienne, ça s'était bien passé, c'était un petit lot, mais bon, tout s'était bien passé, j'étais emballé. Et en fait, je me suis rendu compte, quelques semaines avant la vente, j'avais envoyé des courriers à tous 46 locataires, il y avait des courriers qui m'étaient revenus à la maison.
Très peu de gens m'avaient appelé pour prendre rendez-vous, donc du coup je décroche mon téléphone avec l'état locatif qu'ils m'avaient donné, et puis là je me rends compte qu'en fait les locataires ils sont tous en train de se barrer, qu'il y a des gens que j'arrive pas à joindre, des adresses qui me manquent, etc. Et en fait je me retrouve avec seulement 30 locataires sur 50. Et là je rigolais plus trop, tu vois, parce que c'était pas du tout ce pourquoi je m'étais engagé. Et donc j'ai essayé de casser la vente et puis en fait le notaire m'a dit bah non, écoutez, vous avez l'état locatif, vous voyez bien, il y a des trous partout, il manque des numéros de téléphone, il manque des adresses, vous auriez dû faire plus attention, quoi. Ouais. Pas de beau signé, bien sûr, rien d'écrit, donc géré à l'ancienne, quoi. Ouais, t'étais quand vous voulez casser la vente, t'étais compromis signé, mais t'attendais l'acte authentique, c'est ça? Ou Ah bah ouais, non, je m'y suis pris très très tard. Hein. Je m'y suis pris. C'était peut-être la semaine d'avant la signature officielle, tu vois. Donc ouais, le compromis avait été signé déjà il y a 3 mois, quoi. Le financement était en place, tout était bouclé, quoi. Mais bon, à l'époque, tu vois, faute d'expérience, je savais pas que c'était possible. C'est impossible en fait de revenir sur le compromis, quoi. ouais. On est en quelle année là du coup, Julien? Et ben moi j'ai visité donc comme je t'ai dit en novembre 2012 et la signature c'était le 15 mars 2013. Ok, ouais, donc grosse sueur froide à ce moment-là. Tu vois que t'as 30 locataires et Ah encore, bah ouais. donc et encore, tu peux même douter de ces 30 là finalement. Oui, Euh, voilà, c'est ça. et comment t'as reviré la situation sur ce coup-là? Et bah écoute, je me suis reposé sur mon PC et puis j'ai rouvert Renta Garage et puis j'ai rentré les nouveaux chiffres. Que à l'époque, donc comme j'étais au chômage, j'avais un tout petit peu de revenus, tu vois, qui venaient hors dehors du chômage, parce que avec le site parkinggarage.fr, j'avais sorti mon bouquin en fait, qui s'appelle Réussir son investissement dans les parkings. Et j'avais sorti le même jour que l'annonce du solo de 50 là était tombée, tu vois, le 26 novembre. Donc tu vois, quand je suis allé voir mes banquiers, j'avais un petit peu de revenus, mais c'était quoi? C'était à peine 500 euros par mois les ventes du livre à l'époque. Et j'avais du mal à financer, donc du coup j'avais trouvé quand même une banque après toutes les démarches longues et fastidieuses qui me finançait la moitié. Donc je mettais 45 000 euros de ma poche, 45 000 euros de financement, et il s'avère qu'avec 30 locataires et la moitié financée à crédit, j'avais quand même un autofinancement qui était complet, quoi. C'est-à-dire que les loyers à 30 payaient la mensualité, mes impôts, la taxe foncière. Donc au final, je me suis rassuré en me disant que bah voilà, même si ça devait rester comme dans cette situation-là pendant X années, bon bah ce serait pas la fin du monde, quoi. D'accord. Ouais. C'était ton break-even, c'était ton point d'équilibre, les 30. D'accord. Ok. Donc ok. Et ça, tu l'avais autofinancé aussi celui-là. Hein. J'étais encore au chômage. J'imagine que ça n'a pas été encore voir les banques. Si, c'était 50-50. J'ai réussi quand même à lever 45 000 euros. Ah ok. D'accord. J'ai mis 45 000 euros de ma poche et j'ai réussi à obtenir 45 000 euros sur 15 ans. Alors à l'époque, les taux, j'étais à 3,15 peut-être. Donc ça peut sembler beaucoup. En même temps, pour le banquier, c'était quand même beaucoup de risques. Ouais. Bon, quand j'ai essayé de négocier avec lui, il m'a ri au nez parce que il se doutait bien que je m'étais pris une dizaine de portes avant chez ses collègues et que voilà, c'était à prendre ou à laisser et que du coup j'ai pris parce que effectivement pour l'effet de levier, c'est quand même important de créer du patrimoine via le crédit, quoi. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais, là, c'est soit se faire le deal ou pas faire le deal, quoi. Ça en venait à ça finalement, quoi. Donc. Ok. Il s'est passé ensuite, après celui-ci, pas mal de temps avant les autres, où il y a eu une succession d'investissements. En fait, ça a été assez régulier, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que les investissements, c'est entre 6 et 18 mois, quoi. Tant que de te trouver, en fait, une bonne affaire. Moi, j'ai des critères quand même qui sont assez restrictifs. C'est-à-dire qu'en dessous de 8% net de charge, j'y allais pas, quoi. Bon, aujourd'hui, j'accepte, tu vois, 6% net à condition d'être dans une grande ville. Mais voilà, à être partout ailleurs, c'est 8% ou rien, quoi. Avec ces critères de recherche là, et puis d'une zone de recherche qui variait. Des fois, je voulais être proche de chez moi ou proche d'un point de chute, ou des fois, maintenant je regarde beaucoup plus loin. Mais grosso modo, ouais, le marché des garages aujourd'hui, il est fait d'une certaine manière où effectivement, même avec des critères de rendement élevés, mais avec une bonne méthode, t'arrives à trouver des opportunités tous les ans en moyenne, quoi. Alors il y a des années t'en as pas parce que t'en as trouvé 2 l'année d'avant ou tu vas en trouver 2 l'année d'après, mais grosso modo voilà, c'est très très régulier et ça les banquiers adorent parce que effectivement si tu veux acheter
je sais pas moi, 100 garages la même année, ça va bloquer parce qu'ils ont pas le temps d'avoir du temps de recul, que tu as encaissé les loyers, que tu prouves ta capacité de gestion. Mais à partir du moment où tu leur laisses le temps de mettre en place les trucs, que tu leur prouves que les loyers ils continuent de rentrer, etc. Bah tu peux cumuler en fait les investissements très très facilement et très rapidement. En fait, ça correspond vraiment bien avec par rapport aux banquiers, eux, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils attendent. Ouais, donc tu as dessiné auprès du banquier une image finalement de quelqu'un qui avait une vision, qui avait une méthode, un process défini pour investir de manière régulière sur des types de biens qui ont montré par le track record que ça génère du cash, ça faisait de la rentabilité, c'est ça. Et tu dis que c'est les banquiers, j'imagine que ça t'a permis aussi de continuer à être financé derrière, quoi. Ah bah complètement. Hein. C'est ça, effectivement, tu vois tout ce que tu viens de dire, le rythme régulier. Et puis ma banquière, à un certain moment, tu vois, elle m'a posé qu'une seule fois la question, hein, pourquoi j'étais pas propriétaire de résidence principale. Donc je lui ai expliqué que je préférais investir d'abord et puis ensuite aller vers la résidence principale. Et ce jour-là, elle m'a aussi dit que si j'avais acheté des immeubles ou de l'investissement normal, bah on se serait arrêté beaucoup plus tôt pour des questions de rendement. Voilà, et de travaux, mais surtout aussi à cause du nombre de locataires. Et qu'aujourd'hui, elle préfère avoir 240 locataires en face des prêts qu'elle me fait que d'en avoir 24 ou 20. Ouais. Pour eux, en termes de risque, c'est beaucoup plus diversifié, quoi. D'accord, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut voir la chose de manière assez différente aussi quand on approche le risque. On peut voir la diversification effectivement du locataire, et ça c'est évident. J'imagine il y a aussi quand même la diversification en termes de mode d'exploitation, type d'exploitation, type de locataire, parce que là on peut plus avoir une approche macro, mais t'as dû déjà entendre quand même qu'il y a des menaces sur les parkings, c'est-à-dire est-ce que les gens continuent à utiliser la voiture, etc. Tout ça. Ça peut être aussi un discours parasite, j'imagine, de la part de la banque, mais peut-être pas à l'époque où tu parles là entre 2013 et aujourd'hui, c'est peut-être un truc plus lointain, quoi. Ah oui, bah, ça c'est sûr qu'en 2013, les voitures autonomes, tout ça, c'était encore du domaine du rêve, hein. Donc ouais, non, ça c'est pas du tout rentré en ligne de compte. Et puis même aujourd'hui, franchement, ça fait pas du tout les parties des discussions qu'on a avec mon partenaire. Hein. Franchement, c'est des choses effectivement, quoi, bah, voilà, dont on discute avec mes clients, avec les investisseurs, parce que ça en inquiète certains. Mmh. Après, moi, je suis très très confiant là-dessus. Parce que bah effectivement là où sont mes emplacements en tout cas les taux d'équipement en véhicule a jamais été aussi haut. D'accord, les taux de remplissage c'est du 100% quasiment, tu vois. Et puis bah faut pas oublier aussi que quand t'es dans du garage tu peux mettre tout et n'importe quoi, hein. T'es pas obligé de mettre que des voitures. Et donc moi je loue pour des emplacements bateaux, je loue pour des entreprises, je loue pour des particuliers qui veulent faire du stockage. Enfin tu vois, t'as quand même une diversité en termes de réponse aux besoins qui est assez énorme, quoi. Et les marchés du stockage, bon, c'est en plein boom, hein. Je sais pas si t'as l'occasion d'interviewer des entrepreneurs, voilà, de chez Homebox ou de pièces en plus, voilà, toutes ces franchises là qui sont en train de se pousser comme des champignons, mais enfin, c'est des trucs, c'est de la folie, quoi. Ça cartonne, les gens ont besoin d'espace et les garages sont une solution très très pratique pour tout le monde, donc, en fait, les entreprises comme les particuliers. D'accord, ouais. Donc, est-ce que au cours là, là, on était en 2013, mais on peut faire un peu en fait sur les 8 années jusqu'à ce jour. Tu disais que tu étais sur une progression assez progressive de ton patrimoine jusqu'à 240 garages. Mais est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu as vues, des tendances que tu as vues sur ces années-là dans la construction de ton patrimoine? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus rapides que d'autres? Est-ce que des moments où c'était plus rapide que d'autres plutôt? Et puis, et comment évolue ta situation personnelle aussi, c'est-à-dire, personnelle, je parle de revenus, tu vois, est-ce que t'es toujours chômeur depuis 2013, ou est-ce qu'il y a des choses aussi qui ont évolué et comment t'as pu peut-être contourner ça, ou le rendre à ta faveur en fait pour continuer à construire progressivement ton patrimoine, quoi, sur ces années-là. Ouais, alors moi je suis quelqu'un d'assez feignant, c'est-à-dire que j'aime bien toujours étudier le 20-80 et que l'effort que je mets en route, en place, et ben en fait il me rapporte le maximum possible. Et donc c'est dans ce sens-là en fait que j'ai réussi à construire une synergie entre mon site internet parkinggarage.fr, la vente des formations et des conseils aux particuliers pour investir dans les parkings et les garages. Et donc si tu veux, bah j'avais c'est devenu mon métier.
puisque après le livre, j'ai professionnalisé Rent à Garage 2, j'ai sorti des formations sur le financement, sur l'achat de parking, sur l'achat de garage. Enfin voilà, j'ai monté toute une gamme de formations, une école dédiée vraiment au financement des parkings et des garages. Et puis après, je me suis spécialisé aussi un peu beaucoup dans la création des SCI, puisque c'est quelque chose auquel j'ai été amené à utiliser en fait l'effet de levier parce que j'aurais jamais pu acheter 240 garages en nom propre, ça aurait été impossible. J'avais besoin de l'effet de levier des sociétés. Et donc si tu veux, le blog en fait et les formations m'ont permis d'avoir un revenu, alors qui est modeste, parce qu'on est revenu à peu près sur les niveaux de Leroy Merlin, guère plus. Mais il y avait une synergie où ce que j'apprenais par mon réseau, avec les investisseurs, un peu comme toi tu fais, tu vois, tu as beaucoup de contacts en fait avec les personnes que tu interviews, avec ta communauté. Et ça, on se rend pas compte en fait la mine d'or que ça peut être en termes de connaissances, en termes de relationnel, d'association, d'échange d'idées. Et donc, si tu veux, le blog m'a permis effectivement d'afficher une situation financière normale, avec des revenus réguliers auprès de la banque. Et puis, les investissements, c'est vraiment là où je m'enrichis en fait avec l'effet de levier, avec les cash flows, etc. Et aujourd'hui, les garages me rapportent 3 ou 4 fois plus que ce que je fais en formation sur Internet, quoi. Mmh. Et donc du coup, ça s'est fait comme ça. Après, en termes de situation, donc au niveau professionnel, c'est passé ça. Au niveau personnel, j'ai quitté ma copine de Saint-Étienne en 2013. Je suis revenu sur Angers. J'ai rencontré ma femme actuelle à Angers. On a eu 2 enfants en 2018 et 2019. Donc aujourd'hui, je suis jeune parent de 2 enfants. Et puis ça c'est sûr que ça change la vie et les perspectives, notamment l'utilité du patrimoine qui au départ était pour me sécuriser et créer du patrimoine pour mes revenus. Puis aujourd'hui, c'est plus les revenus que j'utilise pour passer du temps avec mes enfants, parce que en 2021, là, j'ai décidé de passer toutes les vacances scolaires avec mes enfants. Et ça, c'est financé exclusivement par les revenus des parkings et des garages. D'accord. Ouais, très belle, très très beau why et très beau pourquoi. Je pense super objectif et c'est cool que tu puisses le faire. Moi, je t'avoue que j'en rêve un peu, donc ça va. C'est bon de savoir qu'il y a des gens qui y arrivent effectivement. Mais super intéressant, ouais, les plusieurs flux que tu as eu en fait dans ton patrimoine, donc le côté revenu passif lié au business en ligne, formation, livres, etc. Blog, pardon, qui t'assurait une sorte de courant revenu régulier qui pouvait aussi, j'imagine, auprès de la banque paraître comme un peu finalement un revenu salarié, même si t'étais pas salarié, du moins c'était récurrent, et derrière alimenter quand même et construire un patrimoine qui te ramène vraiment du cash un peu plus gros, quoi, enfin bien plus gros même. Donc c'est intéressant de voir que tu as finalement remplacé ton salaire dans un premier temps par une activité en ligne, mais en parallèle de l'activité d'investissement, quoi. En fait, tu t'es pas juste lancé dans l'investissement en disant je quitte mon boulot, je me lance dans le parking, ça va me générer du cash flow, je vais l'utiliser pour mes besoins quotidiens, quoi. Tu t'es dit c'est de l'invest, je le mets en séparé sur une autre voie finalement. Ouais, j'aurais raté l'effet boule de neige en fait si j'avais bouffé mon cash flow. Parce que là, si tu veux, et même là actuellement où je pourrais arrêter de travailler et vivre que sur les revenus des garages, en fait j'aurais toujours cet effet de boule de neige qui serait absent, quoi. Donc si tu veux, là j'ai 36 ans, donc j'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Le côté rentier m'intéresse pas spécialement, tu vois. J'ai quand même besoin je suis très content de passer 2 mois de vacances avec mes enfants l'été, si tu veux, mais j'ai quand même un besoin de curiosité intellectuelle, de réseau, etc., qui se fait aussi par le travail. Et tout ce qui est technologie sur Internet m'intéresse, et je suis content d'avoir ce métier-là pour les rencontres, parce que si j'avais pas le site Internet, peut-être que tu m'aurais pas trouvé, on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et c'est pareil avec tes auditeurs, si on n'était pas là, c'est des rencontres un peu manquées, quoi. Et donc moi j'ai besoin en fait d'avoir ce contact-là avec mes clients, avec des personnes comme toi pour ma curiosité, mon bien-être personnel, tout simplement, quoi. Ouais, c'est vrai. Et on a tendance souvent un petit peu à l'oublier, ça, en fait, hein, en étant, si on est trop objectivé, trop focus sur ce qu'on doit mettre en place, on oublie finalement que on a besoin aussi intellectuellement d'être stimulé, parce que finalement, sinon c'est très pauvre et très très réducteur de se dire, j'ai 40 piges, je suis retraité, je suis à la plage et je fais rien de mes journées, quoi. C'est un peu chaud.
Bah, ouais. Et puis après, bon, je comprends aussi qu'on puisse le faire, mais c'est des choix de vie, tu vois. Moi, je choisis j'adore voyager, mais bon, bah, pour l'instant, tu vois, ma femme, elle a un boulot où elle peut pas voyager toute l'année. On a les enfants qui sont scolarisés, donc forcément, tu vois, ça pose quelques contraintes et quelques limites aussi à la rente, hein. Donc, mais par contre, enfin, voilà, moi, j'ai choisi effectivement d'être entier 4 mois par an. Pendant les vacances scolaires où là effectivement on voyage, on fait tout ce qu'on veut, il y a pas de limite. Mais voilà, les 8 mois qui restent, c'est boulot. Alors pas sur un rythme effréné, mais quand même c'est un rentier à temps partiel, quoi. Alors, je sais pas si c'est un nouveau concept, mais en tout cas c'est ce qui est adapté à mon rythme de vie, à mes envies et à ma famille, quoi. Super, tu viens de l'inventer, mais c'est top. J'adopte. Je voulais revenir sur le côté parce que c'est un volet que je voulais voir avec toi aussi sur le côté parentalité aussi. Mais avant, juste pour continuer de creuser sur la partie parking, du coup tu parlais de réseau. Est-ce que le réseau du coup avec le blog t'a permis aussi au cours de ces années de construction de trouver des opportunités, d'avoir des bonnes affaires, ou est-ce que c'est plutôt un fantasme ça que en fait finalement Alors oui et non. Ah, c'est une très bonne question. J'ai souvent ce qu'on a m'amené comme affaire, c'était vraiment des grosses daubasses, quoi. D'accord. C'est notamment un lot à Saint-Cyr-sur-Loire qui est encore en vente là actuellement. Un truc voilà un lot de parking que j'ai failli acheter parce que le gars il m'avait super bien vendu, etc. Et puis bah je suis allé le visiter juste avant de renvoyer le compromis et puis là j'ai vu des trucs qui allaient vraiment pas, donc je me suis rétracté à temps. Et bien m'en a pris, et des gens qui ont essayé de me proposer des trucs qui étaient vraiment pas terribles, j'en ai eu j'en ai des dizaines, quoi. Donc souvent il y a des gens qui ont du mal à vendre et qui se disent ah bah tiens, il y a une personne, on va tenter aussi avec lui, machin. Ça a été comme ça pendant des années. Puis un jour en 2018, j'ai un de mes clients que je connaissais bien, qui s'appelle Bruno. En fait, il faisait partie, à l'époque, j'avais un club d'investisseurs où on se rencontrait tous les mois. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais depuis au moins plus d'un an, où on se voyait tous les mois. Donc, on se connaissait bien. Et puis, il m'appelle, il me dit, Julien, j'ai un problème. J'ai vu sur le site des notaires un lot de 216 garages à vendre à côté de chez moi, à côté de Rennes. Et voilà, il avait plein de questions à me poser. Il avait du mal à l'évaluer, alors que Bruno, donc il avait suivi ma formation sur les SCI, il faisait partie du club, il avait acheté une vingtaine de garages à l'époque. Maintenant, il y en a un petit peu plus. Mais bon, il n'arrivait pas à se positionner sur ce truc-là. Donc il me dit, tu peux venir voir, m'aider un petit peu. Et en fait, passer à Rennes pour le week-end. Donc je suis allé voir, on a discuté. Puis au final, on a fini par s'associer et on s'est positionné sur les enchères de ce lot-là. C'était 24 heures extrêmement stressantes parce que voilà, c'est 24 heures d'enchères. Et au final, on a acheté le lot ensemble. Et ça fait partie de mes plus beaux investissements, et ça sans Bruno en fait j'aurais jamais pu réaliser ça, quoi. Donc quelque part tu vois, c'est oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de t'arnaquer. Par contre, dans les personnes du réseau, il y a forcément qui sont sérieuses, il y a forcément des gens qui ont la même philosophie que toi, qui vont faire des partenariats, pas des j'essaye de t'arnaquer et je me débarrasse d'une grosse daube. Bon, donc il y a les deux. Après, il faut savoir faire le tri, et c'est pas toujours évident. Ouais. Sur cette transaction en vente aux enchères, du coup, c'est intéressant. Tu peux nous en dire plus comment ça fonctionne? Donc, il y a beaucoup de parking en général en vente aux enchères, ou c'est plutôt rare, ou Alors c'est un nouveau service, hein, c'est pas si vieux que ça. Je pense que ça a un an ou deux. Enfin bon, non, maintenant en 2019 ça commençait tout juste, quoi, tu vois. 2018-2019, donc c'est vente aux enchères interactive où c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que un particulier qui veut vendre sa maison ou n'importe quel bien immobilier peut aller voir son notaire et lui dire ben voilà, écoutez, je voudrais que vous m'organisez ça en vente aux enchères dans le but d'en tirer le meilleur prix, en fait. Donc sachant que voilà, si les enchères finales lui conviennent pas, il peut toujours se rétracter et pas vendre le bien à la dernière enchère et repasser par un mode de vente traditionnel. Les parkings et les garages, franchement, moi j'ai regardé les enchères traditionnelles pendant longtemps. J'en ai pas vu tant que ça, d'accord, des lots et des parkings aux enchères traditionnelles. Même sur les enchères interactives, c'est relativement rare, mais c'est aussi parce que les parkings et les garages sont une niche, tu vois, dans l'immobilier. Je sais pas quel pourcentage exact ça regroupe par rapport au marché immobilier traditionnel, mais je pense qu'on est à moins de 5%, tu vois. Donc forcément, on n'en retrouve pas tant que ça. Après, c'est intéressant. Là, c'était une vente par le conseil général du département, qui avait un projet de 4 voies sur le site, et puis pour des problèmes politiques, qui a dû y renoncer. Et donc, il voulait pas faire de jaloux, et donc il voulait en tirer le meilleur prix pour les deniers publics, et c'est comme ça que ça a été vendu, quoi. D'accord. Mais pour les investisseurs, ouais, je pense qu'il y a les enchères peuvent être un bon moyen de faire des bonnes affaires, mais c'est beaucoup de temps quand même
et de complications. Tu peux partager quelques chiffres peut-être sur ce deal-là justement, enfin combien vous l'avez acheté et puis combien. Ouais. Alors du Ouais. coup, la particularité, c'est que tu vas pas avoir ta banque avec un prix, puisque par essence tu connais pas. Donc nous, on a été voir la banque avec une enveloppe en fait complète de budget max. Et puis forcément, on avait notre accord de financement jusqu'à ce budget-là. Tu vois. Donc nous, on a réussi à avoir 700 000 euros de budget tous les deux. Un accord qu'on a eu très très rapidement en moins de 7 jours. Tu vois, c'était on avait l'accord parce qu'on était bloqué par la vente aux enchères. On s'était pris un petit peu tard. Donc on discute avec Bruno. Et donc du coup, on a les enchères, alors, je ne me rappelle plus à combien ça finit, mais je pense que c'était aux alentours de 370, quelque chose comme ça. On a rajouté peut-être 30 000 euros de frais de notaire. Et puis ensuite, on a explosé un petit peu l'enveloppe travaux, puisqu'au lieu de finir à 700, on a fini à 800 000, parce que là, ça y est, les travaux sont terminés. Donc voilà, le rendement, c'est quelque chose qui doit nous rapporter à peu près 150 000 euros de loyer par an. Donc voilà, on est un petit peu moins de 20% brut, et puis en net, on devrait arriver autour de 13,5, net de charges, de taxes foncières, d'assurance, etc. Mais comme c'était quelque chose de très risqué, on avait 0 locataire, hein, d'accord. Donc si tu veux 216 garages vides, t'as intérêt à bien connaître un peu la demande, etc. Les prix pour pas, c'est pas le premier investisseur débutant qui doit se lancer là-dedans, c'est clairement trop gros, quoi. Moi à l'époque j'avais un peu plus de 120 garages, Bruno il en avait déjà 30, donc on était un petit peu de la partie. Et malgré ça, tu vois, les travaux, ça a dérapé de 100 000 euros, mais en fait on a fait 3 financements, on n'a pas fait qu'un seul. On a fait premier financement pour le premier bâtiment, travaux du premier bâtiment plus le financement des achats, donc 500 000 d'endettement. Et puis ensuite on a fait une deuxième tranche de travaux pour le deuxième bâtiment et une troisième tranche pour le troisième. Ce qui fait que c'est comme ça que la banque, ayant vu la progressivité qu'on arrivait à bien gérer, qu'on rentrait les loyers, qu'on avait le point mort qui avait été dépassé, etc., que ils nous ont fait confiance, et puis au final on a explosé le budget, mais tout en restant dans des choses financièrement qui étaient rentables et intéressantes pour tout le monde, quoi. Quand tu dis que ça s'est fait en séquence, premier bâtiment, deuxième bâtiment, troisième bâtiment, au financement de la banque, comment t'as eu le temps de prouver à la banque que c'est sérieux et qu'il y avait du locataire derrière et tout? Parce que j'ai l'impression que tout s'est fait un peu en même temps, non? Ah non, ça a pris. Aujourd'hui là, on a tout loué, d'accord, et on a mis 2 ans et demi pour tout louer. Donc si tu veux, les prêts, ils sont espacés d'à peu près 10 mois chacun, quoi, quelque chose comme ça. Donc si tu veux, en 10 mois, on a eu le temps de montrer que on a rempli le premier bâtiment, ça représentait 30% de la totalité. On a dû demander le prêt quand on avait rempli 20-25%. On a demandé le deuxième prêt, et puis ensuite on a rempli le deuxième bâtiment, on a pris une petite marge. On était plein à peu près à 50% quand on a demandé le troisième prêt. Donc la banque, si tu veux, a bien vu que les loyers ça tombait, que au début forcément, je sais plus, on avait 2500 euros de mensualité. On avait 0 loyer le premier mois, tu vois. Mmh. Puis au final, après, t'avais 1000 euros de loyer pour 2500. Ensuite, on est passé à 2000, 2500, et puis ainsi de suite, tu vois, jusqu'au temps que, effectivement, les loyers soient bien supérieurs aux mensualités quand t'as demandé le deuxième prêt, quoi. D'accord. Mais en termes en tout cas, de l'acquisition même, en fait, du transfert de propriété de ces biens-là, ils avaient été déjà mis les capitaux pour couvrir ces besoins-là, les 300 000 et quelques, 400 000 en fait, avec frais de notaire. Ceux-là, ils avaient déjà été financés avec l'accord de la banque. C'est juste pour les travaux où il y a eu une sorte de séquence et où ça s'est fait petit à petit, quoi, c'est ça? Alors, sauf le premier bâtiment, en fait, si tu veux, le premier prêt, il était de 500 000, quoi. C'est-à-dire que 500 000, on finançait les 100 000 euros de travaux dans le premier bâtiment, plus l'achat des 3 bâtiments à 400 000. Et effectivement, là, c'était un gros risque pour la banque, puisque, effectivement, nous, le point de rééquilibre, alors je me souviens plus exactement, mais je pense qu'il était à 40% de remplissage. Donc, grosso modo, c'était, fallait remplir un bâtiment plus un petit peu du deuxième pour qu'on arrive à couvrir la mensualité, les frais de comptable, etc., pour que, tu vois, on perde plus d'argent. D'accord. Quand tu vas voir la banque dans ces cas-là, en fait, tu lui dis, voilà, on va faire en séquence. Premier bâtiment, vous me le financez avec les travaux. Moi, je vous montre qu'il y a du locataire et derrière, vous pourrez ainsi me financer les deux autres, enfin les travaux des deux autres. Sachant que l'alternative, c'est la banque, si ça ne fonctionne pas, elle ne finance pas tout simplement les travaux et le projet s'arrête, c'est ça?
Bah oui, et puis après c'était aussi bien pour la banque que pour nous, si tu veux, parce que bah on avait aucune idée en fait on a fait plein de plans, si tu veux, quoi, mais c'était aussi une gestion des risques de se dire bah voilà, on se met pas 800 000 euros de travaux, 800 000 euros d'emprunt sur le dos, si on sait pas si on va remplir en 6 ans, en 5 ans, en 3 ans, si tu veux. On a fait différentes hypothèses en fonction du taux de remplissage, etc. Et au final, tu vois, l'hypothèse basse, c'était qu'on remplissait en 6 ans. L'hypothèse haute, c'était qu'on remplissait en 3 ans. Et on a rempli en 2 ans et demi. Donc, si tu veux, c'était un risque pour tout le monde, pour la banque comme pour nous. Donc, on a vraiment fait le choix de pas de se tirer une balle dans le pied parce que bah on savait pas quoi. C'était beaucoup de risques sur une durée quand même assez longue en fait, un peu comme quand tu t'achèterais un immeuble, je sais pas, de 400 ou 500 mètres carrés et que tu te rendais, enfin il fallait tout rénover avant de pouvoir faire les locations, tu vois. Là c'est pareil, c'est des choses il faut vraiment aborder parce que bah on sait que les travaux c'est des risques en termes de temps, en termes de dérapage de coûts. Donc quand tu vas sur des projets comme ça, il faut déjà avoir l'expérience. Je pense qu'il faut déjà avoir fait des projets un petit peu plus petits. Et puis bah effectivement, moi là, ça fait partie des relations avec les banques où faut mettre carte sur table, quoi. Il faut pas leur mentir, ça sert à rien. C'est des gens, en tout cas moi tel que je perçois, c'est mon partenaire, quoi. Là si j'ai pu emprunter autant avec eux et que je suis sûr que demain j'appelle si j'ai un nouveau projet, je j'ai pas besoin d'aller voir des courtiers ou quoi que ce soit, je sais que c'est avec eux que je vais faire affaire et eux ils savent pareil, tu vois. Une question de confiance, mais parce que c'est carte sur table et puis bah il y a du risque, hein. La banque supporte autant le risque que toi en final, hein. Faut pas l'oublier, hein, quand ils prennent de l'argent, ils sont pas forcément garantis de revoir leur argent, donc il faut bien montrer que bah il y a tel risque et qu'en face de tel risque, bah on a telle option, telle sécurité et ça enfin, moi en tout cas je le mets noir sur blanc sur tous les business plans que je propose à la banque. Ouais, non, bien sûr. Pour des montants comme ça aussi, il faut vraiment avoir un partenariat très très soudé avec la banque, parce que voilà, les deux sont un petit peu aux aguets, quoi. Enfin, supportent du risque ouais, c'est pas un petit. Complètement, Ouais, complètement. Et tu vois, pour la petite anecdote, donc tu vois, on a eu l'accord de financement en 7 jours. Donc c'est moi qui suis allé, c'était ma banque, donc du coup c'était pas celle de Bruno, parce que Bruno a pas eu la chance de trouver un partenaire bancaire aussi compétent que le mien. Mais bon, pour la petite histoire, donc du coup j'ai le rendez-vous avec ma banquière, on discute de tout ça, je dépose le business plan, et comme par hasard, au sorti du rendez-vous, qui est-ce qu'on croise? On croise le directeur d'agence, tu vois, qui voulait, à mon avis, me rencontrer, et voilà, enfin, ils ont très bien arrangé ça s'est fait, voilà, de manière très smooth, tu vois, mais bon, je sentais qu'on avait passé son pouvoir de délégation et que du coup, elle pouvait pas faire l'accord de prêt sans passer par son directeur et qu'il y avait besoin qu'ils mettent un visage, un nom et puis une impression en fait sur la personne à qui il allait prêter autant d'argent, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, dans ces cas-là. Ok, donc tu t'es retrouvé à retrouver le directeur. Ah tiens, je rencontre le directeur. C'est marrant, quelle coïncidence. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as eu dans tout ce parcours-là la tentation d'investir dans peut-être autre chose que du parking ou du garage Tout à fait. te dire bah je vais diversifier ou autre. Ouais, j'ai même eu plus que la tentation, hein, parce que j'ai acheté un immeuble de rapport. D'accord. Et voilà, en 2015, l'idée, comme tu dis, c'était exactement ça, c'était de diversifier les besoins locatifs, parce que bah, t'as compris, moi je fais du service aux entreprises sous forme de stockage, voilà, puis du stationnement, puis pour les particuliers, il y a du stockage aussi, mais pourquoi pas de l'habitation. Et l'idée, c'était que voilà, j'allais diversifier à 50-50, donc j'ai trouvé un immeuble qui représentait la même valeur que ce que j'avais acheté en garage à l'époque, donc à peu près 150 000 euros. L'histoire a duré 3 ans. Sachant que bah, la dernière année, c'était vraiment, je voulais absolument m'en débarrasser. Donc, du coup, j'ai perdu 20 000 euros avec ça en 3 ans. Parce que, bah voilà, mauvais investissement. Et c'était quelque chose qui était pas pour moi, tu vois, je suis trop feignant, en fait, pour investir dans l'immobilier traditionnel. Ça me prend trop la tête, les locataires, les travaux. C'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Ce qui a pêché dans celui-là, tu dirais, c'est les entrepreneurs qui ont pas fait le boulot, pas être suivis, c'est ça, ou est-ce que c'est sur la partie gestion plutôt que enfin, qu'est-ce qui a pêché en fait si tu devais résumer aujourd'hui sur. Alors, je pense que c'était un immeuble donc qui était en centre-ville, sans parking, sans jardin, sans rien, d'une petite ville de 15 000 habitants entre Angers et Cholet qui s'appelle Chemillé. L'emplacement était bon, il y avait de la demande locative. Par contre, j'avais mal compris, on va dire, la typologie de locataires. Je pensais que voilà, ce seraient des gens plus stables avec voilà que peu plus de revenus et en fait, je me suis retrouvé voilà quand même avec une majorité de cas sociaux. Même si les appartements ils avaient été rénovés, que moi ça me semblait au goût du jour, tu vois, j'aurais pu habiter dedans,
mais visiblement j'ai pas attiré en fait la clientèle que je souhaitais, et en tout cas avec qui j'avais envie de faire affaire. Il s'est avéré aussi que j'avais mal identifié les besoins, donc j'ai dû poser quand même des cuisines, donc ça coûte à chaque fois un bon billet, parce que sinon j'avais trop de vacances locatives. Les cabines de douche avec les petits jets, les machins, je trouvais ça génial, et puis en fait ça se dégrade très très vite, donc j'ai eu des fuites, il a fallu que je pose des salles de bain en dur, et donc tout ça faisant que bah voilà, ça faisait des travaux que j'avais pas budgétés, et donc ça pesait en fait, si tu veux, sur mon rendement. Et le turnover, c'est pareil, on m'avait dit pas de studio, les gens ils bougent trop vite, donc j'ai pris des T2 40 mètres carrés, T3 60, et malgré ça, tu vois, j'avais plus d'un locataire qui partait tous les ans, quoi. Et je pense que il y a peut-être un truc, peut-être avec les passoires thermiques, tu vois, dont on entend parler actuellement, où bah, bizarrement mes départs ils se faisaient plutôt après l'hiver, et je crois que voilà, l'isolation de l'immeuble ça devait pas être au top. Donc tout ça faisait que les travaux, plus les départs de locataires, plus la relation que j'aimais pas trop avec ce public-là, bah ça m'a saoulé en fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, et du coup je me voyais pas continuer. J'attendais mon premier enfant. Enfin non, même j'ai fait des visites avec lui, tu vois. J'avais mon bébé, je lui amenais la caisse de jouets et je faisais des visites dans l'appartement. Ça arrivait une fois, tu vois. Et je me suis dit mais plus jamais, quoi. Aujourd'hui, ouais, si je les emmène au garage, ils sont contents, ils vont courir. Je file les clés, ça dure un quart d'heure et puis je m'en vais, tu vois. Ouais. Mais voilà, les appartements, je voulais pas revivre ça, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc je comprends le contexte forcément. Tu te dis bon, je vais rester sur ce que je sais faire et ce qui marche, du parking. Je te pose aussi la question parce que c'est vrai, quand on pose, instinctivement, quand on interroge les investisseurs, et puis on a l'impression quand même que le parking, justement, c'est un peu aux antipodes de l'immeuble de rapport, dans le sens où immeuble de rapport, ce qui plaît, c'est on met le même temps, et les mêmes ressources, la même énergie pour une rentabilité, un cash flow. Enfin, c'est un peu l'effet d'échelle, quoi. Et on pourrait penser que le parking, étant donné les faibles montants initial, facial, en tout cas si tu en achètes un ou deux, bah c'est un petit peu l'antithèse de l'IDR, c'est-à-dire tu passes plus de temps pour dégager des loyers un peu moindres et du cash flow un peu moindre, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh ben que c'est très court-termiste. C'est-à-dire que, tu vois, alors je sais plus en quelle année c'était 2016-2017. J'ai pris mon temps de travail et je l'ai noté sur un tableur Excel, tu vois. Et je notais tout au quart d'heure. C'est-à-dire que tout ce que je faisais comme activité, que ce soit Internet, les immeubles, etc. Dès que j'avais un coup de fil, dès que j'avais un mail, un machin, tu vois, dès que ça me prenait plus de 5 minutes, je renseignais ça. Et donc je me suis aperçu que ça me prenait 2 fois plus de temps pour gérer les 4 appartements à 40 minutes de chez moi que de gérer 99 garages à 2 heures de route. Encore 2 fois plus de temps. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires horaire avec les parkings et les garages, j'étais à 500 € de loyer encaissé par heure de boulot. L'immeuble, j'étais à 200 € de loyer encaissé par heure de boulot. Et encore, c'était du chiffre d'affaires, hein, parce que j'ai perdu quand même 20 000 € avec l'immeuble. Donc t'imagines que mon temps de travail, tu le divises, j'arrive à moins 60 € de l'heure pour les immeubles. Donc si tu veux, le temps de gestion de 50 locataires, 100 locataires, 200 locataires par rapport au temps de gestion d'un immeuble, ça n'est pas comparable. C'est-à-dire que l'immeuble, tu vas être emmerdé toute ta vie. Si tu veux, moi, ça m'a pas amusé, hein, quand les locataires, ils t'appellent à 20h le soir, t'en as un qui t'appelle, un deuxième, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une coupure de courant. Quand t'as de la flotte qui arrive dans ton immeuble, quand t'as des fuites d'eau, etc., t'es tout le temps embêté, quoi. Avec les garages, il y a rien à gérer. Je veux dire, c'est 3 murs, une porte, un toit. C'est aussi simple que ça. D'accord? La porte, tu la changes tous les combien? Tous les 50 ans, 60 ans. La toiture, c'est pareil, c'est tous les 100 ans. Avec un immeuble, bah, je leur souhaite bon courage, moi, aux gars qui ont acheté des immeubles avec les lois qui sont en train de passer. Franchement, c'est très très court-termiste, hein, de dire que effectivement t'as du cash flow, etc. Mais faut voir le volume de travail et le volume d'ennui qu'il y a à gérer derrière, quoi. Quand tu t'engages dans un investissement immobilier, tu t'engages pour combien de temps? Pour 20 ans, 30 ans? Voilà, sauf si tu fais de l'achat-revente, etc. Et c'est éventuellement, tu vois, un des trucs, une des activités où je pourrais aller dans l'immobilier traditionnel. Mais parce qu'il n'y a pas les locataires à gérer. Mais au-delà de ça, non, c'est très enfin voilà, si c'est pour se retrouver prisonnier avec un immeuble de rapport comme moi j'ai pu l'être, je le souhaite à personne. Alors il y a des gens qui se débrouillent mieux, à qui ça correspond mieux, etc. Il y a des gens qui seront mieux formés, etc. Ils feront pas les bêtises que j'ai faites. Et ça, il y a pas de souci. Et je souhaite à tout le monde de réussir ses investissements immobiliers dans l'habitation traditionnelle. Mais
franchement, le temps de gestion dans les parkings et les garages, c'est ridicule en fait comparé à un immobilier traditionnel. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'effectivement, déjà ça fait pas rêver, c'est moche. Un lot de parking. Quand tu veux dire en soirée que t'investis dans les parkings, les gens ils te disent oui, ah oui, ça doit être rentable. Et puis c'est terminé, tu vois. Effectivement, si tu cherches à frimer avec ça, c'est pas vraiment le cas, tu vois. C'est un investissement de bons pères de famille, de gens qui veulent pas briller, mais juste des gens qui c'est le bon sens paysan en fait. Voilà, c'est ça. Le parking et le garage, c'est le bon sens paysan. C'est tu sais que t'achètes un truc, ça va être rentable, tu vas pas être embêté, quoi. Ouais. Et non, ouais, voilà ce que j'ai à répondre à ça. Non, c'est très clair. Ça m'énerve. Ouais, non, on sent que ça te tient bien à cœur. Non, mais c'est pour ça que je posais la question. Non, c'est top. Et mais après, c'est vrai quand même que, sur l'après, je te rejoins complètement. La gestion, il y a vraiment, il y a rien à voir. Mais sur l'avant, c'est peut-être ce que les gens voient en priorité. C'est vrai que la recherche de biens, la négociation, passer devant le notaire, acheter. Ça, c'est des trucs qui, effectivement, quand tu fais, pour dégager le même niveau de cash flow, tu dois peut-être le faire 3-4 fois sur des parkings, alors que sur un immeuble ou sur des maisons ou sur de l'appart, tu peux peut-être un peu moins parce que la valeur est pas la même. Mais j'imagine qu'il y a des hacks aussi de ce point de vue-là, sur le avant, justement, sur comment trouver l'affaire et tout ça, quoi. Alors, ton raisonnement est tout à fait juste, à rendement égal. D'accord, c'est-à-dire que si les parkings offraient le même rendement que les immeubles ou les appartements, ce serait le cas. Sauf que tu vois, là dernièrement, le lot de garage que j'ai acheté à Angers, j'ai acheté 53 000 euros, quelque chose qui rapporte 360 euros de loyer. Et l'agent immobilier, il arrêtait pas de me dire, mais Monsieur Bédoué, moi je vends des studios dont le loyer c'est 360 euros et je les vends pas à 50 000 euros, je les vends 100 000, 120 000. D'accord, donc il y a un moment, il faut aussi faire le rapport aussi avec le rendement, c'est-à-dire que certes, comme tu dis, tu peux investir beaucoup plus dans un bien immobilier parce que la valeur faciale est plus chère, mais il faut regarder les rendements aussi, tu vois. Si t'as un parking qui est 2 fois plus rentable qu'un investissement traditionnel, et c'est souvent le cas, en fait, t'as besoin d'investir 2 fois moins, quoi. 2 fois moins d'opérations ou 2 fois moins de valeur faciale. Et après, voilà, pour te répondre sur comment tu gagnes du temps sur l'achat, effectivement, ça peut être chronophage au début, et ça l'est, mais comme pour l'immobilier traditionnel, parce que tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de te former, tu as besoin d'en visiter 15 000 avant d'en acheter un, et puis au fur et à mesure, tu arrives quand même à te professionnaliser, c'est-à-dire que tu fais le tri un peu plus dans les annonces, tu te déplaces moins, tu es plus patient aussi, et forcément, tu shootes que quand il y a vraiment la belle cible qui te plaît en face, quoi. Ouais, ça t'oblige un petit peu à être vraiment à regarder un peu plus les chiffres, à quitter l'émotionnel, que peut-être l'investissement dans quelque chose dans lequel tu pourrais habiter toi, peut-être te distrait, quoi. Ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, c'est moche, hein, comme immobilier, un parking ou un garage, donc forcément, effectivement, tu le fais pas. Alors moi, je le fais, c'est de la passion maintenant parce que je connais l'envers du décor, je sais ça rapporte, je sais le minimum d'ennui que c'est. Mais effectivement, ouais, tant que t'as pas découvert ça, tu peux te dire je vais aller faire de l'immobilier traditionnel. Et pour moi, il faut faire les deux. Enfin, pour ceux qui peuvent, c'est vraiment bien de diversifier, d'accord. Moi, j'ai renoncé à l'immobilier d'habitation pour le louer. Par contre, effectivement, quand je vais m'intéresser à ma résidence principale, tu vois, je considérerais que ce sera un bien de diversification pour de l'immobilier d'habitation. Et pareil, en vertu de diversification, tu vois, je suis aussi allé sur des investissements boursiers, pour équilibrer un petit peu mon patrimoine, parce que comme tu dis, je suis quand même très exposé au risque immobilier et au risque garage en particulier. Donc, il y a un moment, il faut aussi rééquilibrer tout ça. Ouais, tout à fait. Le typologie de clientèle aussi, si on compare encore habitation, parking, il n'y a pas plus de clients difficiles, cas sociaux entre guillemets, sur le parking par rapport à l'habitation, tu dirais? Alors moi je pense que c'est pareil, sauf que les cas sociaux ils t'appellent pas. t'as pas de relation en fait avec un locataire de parking. Moi la plupart des parkings maintenant je les joue à distance, ce qui fait que des locataires je les rencontre pas, quoi. Donc si tu veux, les virements, les prélèvements, les chèques, ça arrive très régulièrement. Alors t'as des impayés, mais comme partout, tu vois, mais ça reste 1% à peine par an. Mais non, la typologie, c'est exactement la même. Elle est sans doute un petit peu plus variée dans les garages. Mmh. Aujourd'hui, je gère 400 locataires, donc forcément, tu te doutes bien qu'il y a une variété qui est un peu plus grande que quand on a 20.
Ce qui fait aussi un peu de diversité et c'est pas mal, quoi. Mais bon, tu gères aussi bien tu parles aussi bien à des chefs d'entreprise, des gens qui veulent mettre une belle voiture, une belle moto, que à des gens effectivement qui ont eu un décès dans la famille et bah du coup ils ont besoin d'un endroit pour stocker les meubles de leurs parents qui sont décédés, ou voilà, t'as des jeunes qui partent en voyage. Enfin, t'as quand même pas mal d'une typologie très très variée, quoi. Et ça aussi qui fait l'intérêt quand tu les as au téléphone. C'est toujours sympa de connaître un petit peu tes locataires. Ouais. Mais un petit peu, qui t'embête pas après, une fois que c'est loué, c'est loué. Ouais, juste un petit peu, quoi. Pour les 400 locataires, comment tu fais les turnovers, notamment remise des clés, tu le fais toi-même ou? Ah ouais, j'ai juste un lot en fait qui était géré par agence et qu'il est toujours, mais ça représente 20 garages, quoi, 23. Et non, sinon je fais tout seul. Ça fait partie du deal avec mon associé, si tu veux. Ou voilà, par exemple à Rennes, donc lui il faisait les entrées, les sorties, et moi je faisais tout ce qui était financier. Mais du coup, ouais, je fais tout en fait. C'est pas beaucoup de turnover, tu vois. Moi, j'ai une moyenne. Alors, je calcule pas tous les ans, mais la dernière fois que j'ai calculé, j'étais à 11% de turnover. Donc, si tu veux, sur 400, ça représente à peine 40 départs par an. En plus, ils sont tous concentrés dans la même période. Donc, du coup, bah voilà, t'as 6 mois où tout le monde s'est plaint, et puis t'as juste encaissé le loyer, et puis t'as 6 mois où effectivement, moi, je m'organise, voilà, pour tout faire et que ça se passe bien, quoi. Tu penses que ça peut correspondre avec les 4 mois de rentier que tu as comme objectif sur 2021? Totalement. Non, bah, pour te donner une idée, là, contrôler les 400 loyers, ça me prend à peu près 6 heures. Et dans ces 6 heures, j'ai le temps de faire la compta des deux sociétés avec la TVA, etc. Tu vois. Sachant que le reste, bah, c'est de la compta de SCI ou en direct, et ça je le fais une fois par an. Mais pour toutes les sociétés où il y a la TVA, etc. déclarée, ouais, c'est 6 heures les 400 locataires. Donc, je sais pas si ça doit faire à peu près 1 minute par locataire, à peu près. Ça inclut toute la gestion courante, tu vois, les quittances, les factures, pour ceux qui en ont besoin. Enfin, c'est très très rapide à réaliser, quoi. Et ça représente en loyer, ça doit représenter plus de 20 000 euros, je pense, en loyer à peu près, pour 6 heures de boulot. Aujourd'hui sur ton parc, hein, c'est ça? Ouais, j'inclus aussi les loyers de mon associé. Enfin voilà, c'est à peu près. Enfin, faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on est à plus de 20 000 euros de loyer, si tu veux, mensuel, pour 6 heures de boulot, quoi. Donc bon, c'est quand même très très bien payé au taux horaire, quoi. Ouais, c'est clair. Tu t'associes sur certains lots. Enfin, toi, ton modèle, c'est la SCI, du coup, hein. C'est ça. T'as commencé là-dessus et tout est dans des SCI, quoi. C'est ça, hein? Oh. SCI et SAS aussi. D'accord. Et qu'est-ce que un conseil au niveau régime fiscal, ce qui est le plus simple pour commencer? Tu proposes SAS, j'imagine, par rapport à tes autres activités aussi commerciales par ailleurs, mais sur du parking investissement pur, SCI, c'est ce que tu conseilles? Ou? Alors commencer en nom propre déjà, parce que quand c'est un premier investissement, on a déjà pas mal à apprendre sur le produit immobilier dans lequel on va investir. Donc courir 2 lièvres à la fois et aller aussi se former sur la partie effet de levier des sociétés, c'est compliqué. Donc plutôt en nom propre, pour faire simple, voir déjà si ça plaît, que ce soit voilà l'investissement parking ou pas derrière de l'immobilier traditionnel. Et puis bah ensuite, quand on est sûr que ça nous plaît, que voilà on a les relations avec le locataire, les relations avec les banquiers, les travaux, etc. Tout ça est au vert, et qu'on décide de réinvestir, à ce moment-là, effectivement, on va se poser la question en fonction de la situation familiale, en fonction des revenus, en fonction des objectifs de long terme, du patrimoine, etc., des transmissions. Éventuellement, après, de passer en SCI. Mais bah, la SCI rajoute en fait de la paperasse, de l'administratif. Et donc, bah, comme c'est un outil ça peut être à double tranchant, si tu veux. Si c'est pas justifié, il faut pas le faire, parce que c'est plus de boulot, c'est plus de sous. Donc, il y a un moment, bah voilà, on va pas créer une structure pour rien. Il faut vraiment que ce soit parce que, effectivement, tu l'as dit, tu t'associes avec quelqu'un dans le cercle familial ou en dehors du cercle familial, et qu'on a besoin d'un contrat qui encadre la relation avec les personnes à qui on s'associe, comme ça peut être le cas avec Bruno. Sinon, bah voilà, dans le cadre familial, on va plus encadrer la relation avec des optiques de transmission de patrimoine, de protection du conjoint survivant, de séparation de la propriété et des pouvoirs entre les parents et les enfants. Enfin voilà, il y a différentes tactiques et stratégies qu'on peut mettre en place pour utiliser la SCI. Mais il faut toujours peser les avantages et les inconvénients, parce que bah, si la SCI va apporter plus d'inconvénients que d'avantages, il faut pas le faire, quoi, tout simplement. Ouais.
Ouais, d'accord, d'accord. Et quelles sont les principales erreurs que que tu vois passer de la part des investisseurs sur l'investissement dans les parkings garages pour toi aujourd'hui? Alors, ceux qui se plantent, parce qu'il y en a qui se plantent, soit c'est une problématique d'emplacement. Ils ont mal évalué en fait la demande locative et le potentiel. Donc du coup, ils se retrouvent soit avec beaucoup de vacances locatives, soit avec des loyers qui sont bien en dessous de ce qu'ils avaient espéré. Donc voilà, ça se corrige pas malheureusement, hein, quand t'as acheté trop cher, au mauvais endroit, c'est des trucs que tu vis avec, quoi. Faut vraiment passer du temps en termes d'études de marché à comprendre comment ça fonctionne, la demande locative. Et puis bah, après, sinon, qu'est-ce que je vois bizarrement, ils s'en vendent pas trop, donc j'ai pas trop de retour sur ces choses-là. Des Ouais. fois, il y a quand même une problématique de travaux, un peu la même que voilà, sur l'immobilier traditionnel, quoi. C'est-à-dire que tu t'achètes et soit t'as pas vu les travaux à venir, ou soit tu les as sous-estimés. Mais voilà, dans la plupart des cas, c'est quand même qu'ils voient pas les travaux, quoi. Les toitures, ça peut être des trucs où voilà, ça peut coûter relativement cher. Et dans les parkings et les garages, on visite pas souvent tous les garages, tu vois. Quand t'as un lot de 30, tu visites pas les 30 garages parce que souvent ils sont loués, tu vois. Donc t'en visites 2, 3, 4, 5 quand t'as de la chance. Donc ça veut dire que tu dois être capable quand même d'analyser tout sans avoir vu à l'intérieur. Et ça, bah, ça demande quand même un petit peu de métier et puis bah de recul aussi pour savoir de ce qui t'attend. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est puis aussi d'état d'esprit parce que quand t'investis, effectivement, t'as envie de tout contrôler, tout maîtriser, de tout voir au dernier recoin. Donc ouais, comme tu dis, il faut du métier, quoi, de l'expérience pour de pas flipper Mhm. forcément sur un truc. Ouais. Si, et puis une erreur aussi, une personne à qui je pense en particulier, à qui j'ai répondu ce matin. Souvent, les investisseurs débutants, ils sont tout feu tout flamme. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils veulent investir très très vite. Parce que bah effectivement, ils ont eu l'idée d'investir dans un parking, mais ça peut être c'est valable pour en bourse comme ailleurs, hein, d'accord. Quand on veut investir, effectivement, on veut que ça aille vite pour avoir les retours financiers principalement très rapidement. Et bah, des fois, on va un petit peu trop vite, quoi. Ou au contraire, ça vient pas assez vite l'investissement, on n'arrive pas à trouver la bonne affaire assez rapidement et on se décourage. D'accord. Donc il faut trouver un petit peu le bon rythme entre les deux. Pas aller trop vite parce que effectivement, il y a, comme tu dis, on peut pas analyser en profondeur l'investissement et bah, ne pas non plus se décourager si bah, on trouve pas la bonne affaire dès demain, tu vois. Il y a la chance du débutant où il y a des gens qui ont acheté très rapidement en une semaine, ils ont eu l'idée et puis la semaine d'après ils achetaient un truc et c'était une bonne affaire. Mais des fois ça peut prendre quelques mois en fait avant de transformer l'essai. Ouais, non, c'est clair. Tu fais bien de le rappeler carrément, quoi. On reste du long terme et donc voilà, c'est pas du casino, quoi. C'est Ah pas vraiment non. super. Bah écoute, je voulais conclure un petit peu ce podcast. Profiter, je peux pas m'empêcher bah, t'as dit que t'étais parent, entrepreneur, investisseur, de t'emmener sur ce plan-là de la parentalité parce que moi c'est un truc qui m'intéresse et je prendrais bien un peu de tes avis. T'es un peu plus avancé que moi d'ailleurs sur Oh, ce domaine. de pas grand chose, hein. Ouais, de pas d'autre chose, mais juste, ouais, carrément. Et du coup, c'est intéressant de partager. En termes déjà, enfin, tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais enfin, quels sont pour toi les hacks ou les choses que tu as apprises pour gérer ton temps en étant parent et tes activités? J'imagine que ta femme travaille également, donc avoir une activité assez importante à côté et pouvoir quand même gérer de façon bah, sereine, on va dire, les enfants. Comment tu peux raconter un peu comment toi tu l'as vécu et peut-être ce que tu as appris par rapport à ça? Ouais, bah écoute, c'est vrai que quand on a les enfants en bas âge, c'est extrêmement chronophage. Ça peut vite aussi bah, déborder d'un point de vue émotionnel. Bah, il y a les émotions des parents, il y a les émotions des enfants à gérer. C'est pas toujours évident. Du coup, moi j'essaye quand même de cloisonner au maximum les activités. C'est-à-dire que quand je suis avec les enfants, je suis avec les enfants pour de vrai. Même si bah des fois le travail ça déborde un peu parce que tu sais t'as toujours le ton petit hamster dans la tête qui tourne en te disant ah j'ai pas eu le temps de rappeler tel client ou j'ai pas eu le temps de finir telle chose. Mais voilà, d'essayer au maximum que quand la cloche sonne de l'école, tu puisses aller chercher tes enfants le plus sereinement et que tu puisses passer la soirée avec eux. Ce qui fait que bah au maximum j'essaye de caler toutes mes activités pendant le temps scolaire. J'hésite pas à voilà prendre le temps périscolaire, la garderie, la nounou en plus parce que je sais que le temps passé sur mes investissements ou passé au boulot
il paye largement le temps passé à payer des gens pour s'occuper de mes enfants, même si je veux que ce soit limité, tu as compris. J'ai une femme de ménage aussi. Tout ce que je peux déléguer un petit peu, tu vois, en termes de travaux dans les garages, etc. Autant au début, je le faisais beaucoup moi-même parce que j'avais besoin d'apprendre, j'avais du temps. Maintenant, si je peux payer quelqu'un pour le faire, bah, je sais que je suis mieux payé au taux horaire que lui, donc il faut mieux que je délègue tout ça, quoi. Donc la femme de ménage, c'est sûr que ça, pour tous les parents, c'est bête, hein, mais bon, vous avez 50% de déduction d'impôt, ça coûte 8 euros de l'heure ou 9 euros de l'heure après impôt. Faut pas trop se poser la question. Franchement, il faut mieux passer du temps à investir, peu importe le support. Et puis après en hack, bah, un petit peu ce que je te disais aussi, c'est-à-dire que quand tu fais un investissement, moi quand j'étudie mes investissements, je regarde toujours l'après-coup, quoi. Je regarde peu le montant à investir au début pour acheter le produit. Par contre, je regarde le temps de gestion après. Parce que effectivement, si tu te retrouves avec quelque chose qui est extrêmement chronophage, bah, ça va aller à l'encontre, en fait, du temps que tu peux passer avec tes enfants, quoi. Et donc, ça, c'était valable pour mes investissements. C'était valable aussi, alors, bon, là, tu as compris, nous, on est en location dans la résidence principale. Mais, bah, en fait, on a eu un petit peu de bol parce on avait déménagé pour être à 2 minutes du travail de ma femme. Il se trouve que bah, l'école est à 2 minutes, que la nourrice est à 5 minutes à pied, que le parc est à 5 minutes à pied, et que ça, dans la qualité de vie au quotidien, c'est un truc mais qui est juste hallucinant en fait, comment ça peut te soulager, on va dire, dans ton quotidien, quand t'as pas à prendre la voiture, quand t'as pas à prendre les transports avec les enfants, bah c'est vraiment top, quoi. Alors je sais bien sûr que voilà, tout en région parisienne, mais c'est pas toujours évident d'avoir les revenus qui correspondent à ce type d'emplacement immobilier, mais voilà, ça fait partie des trucs où, ouais, effectivement, pour que ça se passe bien avec les enfants, qu'ils soient sympas, qu'ils soient pas trop fatigués, faut faire attention, en fait, au quotidien qu'on peut leur offrir et qu'on s'offre à nous aussi. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est un bon, c'est une bonne approche, je pense, de vraiment de tout faire en local le plus possible. Et le fait peut-être d'être locataire aussi, ça t'aide de ce point de vue-là, parce que t'es un peu plus mobile, tu peux, enfin, du coup, trouver plus facilement un endroit qui soit proche des lieux importants où tu vas te déplacer plusieurs fois dans la semaine. Alors que c'est sûr que si t'es propriétaire, bon, t'es un peu bloqué, quoi. C'est indéniable, hein. Et puis bon, bah, quand on voit les rendements dans l'immobilier d'habitation, le propriétaire de la maison où j'habite, je pense qu'il a un rendement brut entre 3 et 4%. D'accord, donc quelque chose de pas très rentable. Ça veut dire que moi, en tant que locataire, bah, je suis bien mieux, tu vois. Là, en ce moment, acheter ou louer sur Angers, il faut 9 ans pour rentabiliser un achat immobilier pour la résidence principale, tu vois. Ouais. 9 ans, tu vois. Donc bon, il y a un moment, il faut aussi, il faut voir, voilà, le côté sympa, effectivement, et le côté, bah, si je bloque des sous dans ma résidence principale, c'est de l'argent que je peux pas investir ailleurs aussi. Ouais. Mais bon, on a redévié un petit peu des hacks sur sur les enfants, mais non, mais faut passer du temps avec eux, quoi. Franchement, c'est quand t'es dispo avec eux, tu les vois grandir, c'est formidable, ça t'apporte de l'épanouissement. Ils sont beaucoup moins stressés, tu vois. Tu découvres aussi quand t'as pas les contraintes scolaires. Là, cet été, en fait, nous, on vivait à l'heure espagnole, quoi. C'est-à-dire que les enfants, ils se levaient à 10h, ils faisaient la sieste de 16 à 19h, et on se couchait vers 23h minuit. Et c'est leur rythme naturel, en fait, à mes enfants, hein, pas forcément tous les enfants, mais et quand t'es sur leur rythme naturel, bah en fait, t'as beaucoup moins de crises, t'as moins de frustration, t'as beaucoup plus d'émotions positives. C'est franchement, quand tu les laisses vivre, les enfants, et que tu les suis, et que t'es pas tout le temps en train de les contraindre à mettre tes chaussures et tes machins, etc. Bah en fait, la vie en famille, elle est 10 fois plus cool, quoi. Ouais, non, ça fait un peu rêver. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où quand tu mets des limitations, parfois parce que tu penses que c'est bien, et en fait tu vas peut-être te tirer une balle dans le pied pour les prochaines 20 minutes où et ça va crier, il va falloir raisonner, il va falloir machin, alors que peut-être que si tu avais été patient sur l'espace de ces 2-3 minutes, ça t'aurait évité ça, quoi. Enfin, je te dis ça basé sur les quelques expériences que j'ai eues aussi. Mais Oui, c'est je vois que tu connais bien. Après, j'aimerais bien les voir à l'avance, ces trucs-là, tu vois, parce que là, je suis en train tu vois, je suis quand même un peu, enfin, je les vis assez mal au début, et puis après, je réfléchis, ça me prend des mois et des mois, mais bon, effectivement, et revenant par rapport à ce que tu disais au tout début, que je trouve aussi intéressant, que j'ai pas noté, mais que j'ai pas relevé, mais qu'en fait, de documenter les trucs. Est-ce que tu documentes d'ailleurs, toi, les hacks dans tout ce que tu fais finalement, parce que j'ai l'impression que tu as l'air assez organisé. Alors, ouais, je documente, bah, pour le boulot beaucoup.
tu vois, sur la partie investissement, parce que bah forcément il faut que je crée mes formations si tu veux derrière. Donc il y a un moment où bah j'ai besoin de tout regrouper, parce que bah quand je sors une mise à jour, bah il faut absolument que ce soit complet quoi. Moi j'ai des formations où j'arrive à un niveau où bah je demande aux gens plusieurs milliers d'euros pour rentrer dans la formation. Donc forcément il faut qu'ils aient absolument tout ce que je fais. Donc ça c'est documenté. Mhm. Et puis oui, d'une manière générale, ouais, j'essaye de j'écris pas tout, tu vois, j'en ai quand même pas mal dans la tête, mais ouais, au maximum quand je lis un bouquin, quand je fais une formation, j'essaye de tout noter quoi. Ouais, super. Et Super, ce bah que tu écoute, disais aussi par rapport aux ouais. enfants, excuse-moi, mais quand tu dis tu vois le truc arriver, mais des fois t'arrives pas à le bloquer, mais par contre tu y réfléchis après, c'est ce que tu as dit, et ça c'est extrêmement important, tu vois, notamment en termes de hack. Si quand tu plantes un truc, que ce soit relationnel avec tes enfants ou avec un investissement, etc., si tu prends pas le temps de te dire bah qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, tu vois, et puis d'essayer vraiment d'aller gratter au fond, même si ça fait mal, parce que des fois tu vois ton inconscient il te protège, il veut pas te montrer en fait l'erreur que tu es en train de commettre et que tu répètes. C'est quand même ça de prix pour le futur, tu vois. Et il faut se dégager du temps, on va dire, pour gérer les travers émotionnels qu'on peut avoir dans la famille, parce qu'il faut pas les reproduire. C'est idiot quoi de toujours taper la tête contre le mur, ça fait mal au final quoi. Ouais, c'est clair. Non, et c'est vraiment plus que on pense pas forcément à le noter. On se dit qu'on va s'en rappeler parce que émotionnellement c'était déjà dur et tout ça. Et en fait, je me rends compte que non quoi. Enfin, il faut vraiment le noter sur un bout de papier au moment où ça arrive, sinon ça part vraiment très très vite. Ouais. Surtout dans un cerveau de quarantenaire, j'imagine. Ah bah complètement. Donc ouais, du coup en termes d'outils, moi j'aime bien. Je fonctionne avec Google Keep Mhm. et puis les boîtes mail quoi. C'est-à-dire qu'en termes de hack, tu vois, dès que j'ai une idée ou un machin, plutôt que de voir, soit c'est quelque chose qui va être timé et que je vais devoir faire à un moment donné. Donc je sais pas, tu vois, genre un virement à locataire ou j'ai une idée de boulot, tu vois, quelque chose à mettre dans une vidéo. Je m'envoie un mail. Et je sais que les mails, je les traite tous les lundis, tous les jeudis, tu vois. Donc je sais que bah quand j'ouvre ma boîte mail, les idées que j'ai à traiter, elles sont déjà dedans. C'est juste, tu vois, un petit message que je reçois, que je m'auto-envoie. Et puis bah après, ouais, les choses qui demandent un peu plus de réflexion, comme tu vois, genre des choix de support d'investissement ou des choses qui se passent comme ça avec les enfants ou des choses sur lesquelles je dois réfléchir. Là, j'ai besoin d'avoir le support avec moi, et donc ça va plus sur Google Keep, tu vois. Comme les listes de courses, des choses comme ça, les choses qui voilà qui sont plus vivantes. Et bah c'est là-dessus, comme ça je peux y avoir accès sur mon téléphone, sur le PC, selon là où je suis, et ouais, c'est vraiment les deux trucs qui sont les plus importants au quotidien pour organiser les idées et puis les réflexions. Ah super. Bah, j'avais pas entendu ça. Moi, on m'avait parlé de Notion aussi. C'est un truc que les gens Mhm. utilisent. J'avoue que j'ai pas encore trop exploré toutes les fonctionnalités et c'est vrai que c'est peut-être un peu long hein, au démarrage. Mais le coup de s'envoyer des emails, super. Hein, j'avais jamais entendu parler. Donc c'est vraiment top. Ouais, après voilà, je vais faire un petit peu de pub pour Thierry Compagne qui prône la méthode Sistore, et moi je m'en suis pas mal servi, tu vois, en termes d'organisation. Notamment sur le classement de mes dossiers, des papiers, etc. Ce gars-là est très très bon, donc allez voir ses vidéos, ça vaut vraiment le coup d'œil si vous voulez vous organiser. Et puis après il y a Getting Down aussi je sais plus si c'était David Allen, peut-être que tu Ouais, peux me confirmer ça, Paco, ouais, qui est très bon aussi. ouais, carrément un Américain. Ouais, tout à fait. Thierry Compagne, c'est un Français du coup, hein, c'est ça? Ouais, un Français à Lyon. Et du coup, moi, il a une méthode pour organiser ses documents avec Outlook. Et puis, bah, à l'époque où j'avais suivi la formation, il faisait aussi, lui, il fait de l'organisation pour les entreprises, tu vois, la gestion de projet. C'est un des gars les mieux organisés que je connaisse, donc. Et il m'a fait passer encore une étape. J'étais déjà bien avec chez TD, tu vois, j'avais déjà passé une étape, et ce gars-là m'a fait passer encore à l'étage supérieur en termes de productivité et d'organisation des dossiers. C'est assez impressionnant. Les erreurs que tu peux commettre sans t'en rendre compte, c'est fou quoi. Ah, excellent. Bah écoute, merci d'apporter encore du contenu, des idées. Je pense qu'on va gratter un peu de ce côté-là et tout ce qui peut nous aider à nous organiser. Enfin moi, personnellement en tout cas, c'est de l'or. Donc merci pour ces ressources. Avec plaisir. C'est top. Et ben on arrive du coup sur la fin du podcast, Julien. Est-ce que tu conseillerais comme ressources, bon, en fait on en parlait tout de suite, mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu conseillerais pour démarrer ou continuer la conversation, démarrer enfin sur les investissements?
Ah bah plein. Sur l'organisation, bon voilà, on a parlé de ça. Moi, la semaine de 4 heures de String Theory, c'est le bouquin qui a changé ma vie. Donc si tu l'as pas lu, bah il faut absolument aller le lire. Après voilà, en termes d'investissement, bah je pense que la formation en soi, en fait, c'est souvent ce qui rapporte le mieux. Même si on pense avoir fait le tour d'un sujet, en fait, on n'a jamais tout à fait tout découvert. Donc moi, je lis énormément. Donc dernièrement, beaucoup de bouquins sur l'investissement en bourse. J'étais curieux aussi du Bitcoin, donc je suis allé lire 2-3 bouquins là-dessus aussi. J'ai pas forcément d'auteurs ou de bouquins à conseiller, mais en tout cas, ouais, il faut continuer à se former quoi, en écoutant des podcasts aussi, parce que c'est très pratique quand on est en voiture, en déplacement ou qu'on fait du sport, etc. Même si parfois c'est au détriment de la prise de notes et ça c'est pas bien. Mais bon, après on peut toujours revenir dans le temps après coup. Mais ouais, vraiment ça. Et puis pas oublier aussi de se détendre, quoi. C'est-à-dire que si on fait que du business et qu'on lit que des livres sur le business, sur le marketing, sur l'investissement, etc., au final on perd un petit peu en relaxation et il y a moins d'idées qui viennent aussi à soi. Donc c'est pour ça quoi, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux et il y a des moments pour tout quoi. Il y a des moments pour se détendre, il y a des moments pour travailler et cet équilibre-là, il faut y penser, il faut y réfléchir et que ce soit le plus équilibré possible. Ok, top. Ton top des podcasts, ceux que tu écoutes régulièrement, c'est... Alors moi j'aime beaucoup Thinkerview. Qui font du podcast et de la chaîne YouTube, parce que bah voilà, c'est des interviews super longues, un peu comme tu fais toi, tu vois, c'est-à-dire que t'as vraiment des gens qui ont le temps d'exprimer leurs pensées et de développer. Alors ça peut être un peu contrariant, c'est un peu dérangeant des fois parce que bah t'as des gens avec qui t'es pas d'accord, etc. Mais ils ont aussi cette posture où ils invitent des gens qui sont pas d'accord, tu vois. T'as les deux discours sur la chaîne, alors que bah traditionnellement aujourd'hui je trouve ça un petit peu pauvre dans les médias où il y a un discours dominant et puis les discours dissonants on les entend pas ou peu quoi. Donc voilà, c'est Thinkerview, j'aime beaucoup et je recommanderais à tout le monde quoi. Super, cool. Et ben merci. Et est-ce que où est-ce que les gens peuvent te rejoindre pour continuer la conversation, te retrouver sur les réseaux ou autres? Alors, je suis pas trop réseau. J'ai le site internet parkinggarage.fr. Il y a une chaîne YouTube voilà, qui s'appelle Investir dans un parking et créer sa SCI. Il y a une page Facebook aussi, mais bon, c'est plus la gestion automatique que j'y passe de temps. Donc non, plus sur le site internet. Il y a une page contact. Vous pouvez m'envoyer un email et puis on continuera la discussion avec plaisir. Ça sera après un lundi ou après un jeudi quand tu regardes tes mails, quoi. Mais... c'est ça, faut patienter 2-3 jours, mais ça va. Tout vient à point à qui c'est t'attendre, et puis voilà, c'est le lièvre et la tortue. Il y a un moment, c'est pas le lièvre qui gagne, c'est la tortue. Exactement. Au final là-dessus, c'est top. Et ben merci beaucoup Julien pour ton temps, merci vraiment pour tout ton partage d'expérience et c'était vraiment très intéressant. Et puis bah je te dis à très bientôt, pas sur les réseaux du coup, mais dans des réunions d'investisseurs, je pense qu'on aura un moyen de se croiser. Exactement, ça sera avec plaisir. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!